Chapitre 3. Caudron. La reine Kétriken portait l'enfant de vérité lorsqu'elle s'enfuit dans ces montagnes pour échapper au roi servant royal. Certains le lui ont reproché en affirmant que, si elle était restée en serre pour forcer la main de Royal, son enfant serait né au château sans courir de risque. Peut-être en effet Castelcerre se serait-il rallié à elle, peut-être le duché de Serre aurait-il présenté un front plus uni aux pirates outriliens, et peut-être les duchés côtiers auraient-ils mieux résisté s'ils avaient eu une reine en serre. Certains le disent. La conviction de ceux qui vivaient au château de Castelcerre et connaissaient de près la politique interne de la régence des Lois-Voyants est tout autre. Sans exception, ils sont d'avis que Kétriken et son enfant à naître auraient été victimes de perfidie. À l'appui de cette opinion, il peut être établi qu'après la fuite de la reine Kétriken de Castelcerre, ceux qui soutenaient les visées de Royal sur le trône ont fait tout leur possible pour la discréditer, allant jusqu'à soutenir que l'enfant qu'elle portait n'était pas de vérité, mais avait été engendré par son neveu bâtard, fils de chevalerie. Quoi qu'il en soit, les spéculations sur le tour qu'auraient pris les événements si Kétriken était demeuré à Castelcerre ne sont que vains jeux de l'esprit. Le fait historique est qu'elle pensait offrir de meilleures chances de survie à son héritier s'il naissait dans son bien-aimé royaume des montagnes. Elle retourna aussi dans sa terre natale dans l'espoir de retrouver son époux et de lui rendre le pouvoir. Mais de ses recherches, elle ne tira que du chagrin. Elle découvrit le site où les compagnons de vérité avaient été assaillis par un ennemi non identifié. Il ne restait plus d'eux que les ossements épars et les lambeaux de vêtements laissés par les charognards. Et, parmi ces vestiges, elle trouva le manteau bleu que Vérité portait la dernière fois qu'elle l'avait vu, ainsi que son poignard. Elle regagna la résidence royale de Jampe et prit le deuil de son époux. Plus éprouvant encore pour elle, on lui signala plusieurs mois plus tard que des gens portant la tenue de la garde de Vérité avaient été aperçus dans les montagnes au-delà de Jampe. C'étaient des villageois qui les avaient vus errant seuls. Ils semblaient répugnés à engager la conversation et, malgré leur triste état, refusaient souvent toute aide et toute nourriture. Tous étaient décrits comme misérables ou pitoyables. Certains de ces hommes arrivèrent à Jampe, mais ils paraissaient incapables de répondre de façon cohérente aux questions sur Vérité et sur ce qu'il était advenu de lui. Ils ne se rappelaient même pas à quel moment elle s'était séparée de lui, ni dans quelles circonstances, mais tous étaient obsédés par l'idée de rentrer à Castelcerre. Le temps passant, Kétriken finit par croire que Vérité et ses gardes avaient été attaqués non seulement physiquement, mais magiquement. Les assaillants qui avaient levé contre lui l'arc et l'épée, et le clan Félon qui avait semé le découragement et la confusion dans l'esprit de ces hommes, étaient, selon elle, au service de son frère cadet, le prince royal. Et ces déductions cristallisèrent la haine implacable qu'elle vouait à son beau-frère. Des coups à la porte me réveillèrent. Je criai quelque chose tout en me redressant dans le noir, transi de froid et désorienté. On part dans 1 heure me fut-il répondu. Je me dégageai non sans mal des couvertures et de la molle étreinte d'Astérie. Trouvai mes bottes à tâtons, les enfilai, puis je mis mon manteau et le serrai autour de moi pour me défendre de l'air glacé de la chambre. Pour sa part, la ménestrelle avait eu pour seule réaction de se glisser dans le creux chaud où j'avais dormi. Je me penchai sur elle. Astérie. Comme elle ne répondait pas, je la secouai légèrement. Astérie. Nous partons dans moins d'1 heure, debout. Elle poussa un énorme soupir. Descendez, je serai prête à l'heure. Et elle se renfonça sous les couvertures. Je haussai les épaules et sortis. À la cuisine, Pelf avait préparé des tas de galettes qu'elle avait placées près de l'âtre pour les tenir au chaud. Elle me tendit une assiette garnie de beurre et de miel que j'acceptai d'enthousiasme. La maison, si calme la veille, était à présent pleine de gens. À leur forte ressemblance entre eux, c'était manifestement une réunion de famille. Le petit garçon aux chevreaux tachetés était assis sur un tabouret à table et donnait à son compagnon de petits bouts de galette à manger. De temps en temps, je surprenais son regard posé sur moi, mais
Quand je lui souris, il écarquilla les yeux, puis il se leva d'un air grave et alla poser plus loin son assiette, son chevreau sur les talons. Nick traversait la cuisine à grands pas, un long manteau de laine noire tacheté de flocons battant sur ses mollets. Il surprit mon regard au passage. Prêt à partir? Je hochai la tête. Parfait. Il me jeta un dernier coup d'œil avant de sortir. Habillez-vous chaudement. La tempête ne fait que commencer. Puis avec un sourire complice, le temps idéal pour vous et moi. Je ne m'attendais pourtant pas à ce que le voyage fût une partie de plaisir. J'avais fini de déjeuner quand Astérie apparut dans l'escalier, et je la regardais avec étonnement entrer dans la cuisine. Je pensais la voir encore à moitié endormie, mais non. Elle était au contraire bien réveillée, les joues roses et la bouche rieuse. Elle échangea des piques avec un des hommes présents, et elle eut nettement l'avantage. Arrivée à la table, elle se servit sans hésiter de copieuses portions de tous les plats, et, quand elle leva enfin le nez de son assiette vide, elle dut lire sur mon visage une expression ahurie. Lorsqu'on est ménestrel, on apprend à se remplir le ventre dès qu'on en a l'occasion, dit-elle en me tendant sa tabale. Elle buvait de la bière avec son petit déjeuner. Je remplis son gobelet à la carafe. Elle venait de le reposer avec un soupir quand Nick rentra dans la cuisine tel un nuage d'orage. Il m'aperçut et s'arrêta en pleine course. Ah, Tom! Savez-vous conduire une carriole? Oui, bien sûr. Bien? Assez bien. Alors tant mieux. Nous sommes prêts à partir dans ce cas. C'est mon cousin Hank qui devait conduire, mais il respire comme un soufflet de force ce matin. Il a pris froid cette nuit, et sa femme ne veut pas le laisser nous accompagner. Mais si vous savez conduire une carriole, vous baisserez votre prix en proportion, intervint soudain Astérie. En conduisant le chariot, il vous économise le prix d'une monture pour lui, sans compter ce qu'aurait mangé votre cousin. Nick resta un instant interloqué. Il nous regarda tour à tour, la ménestrelle et moi. C'est équitable, fis-je, en me retenant de sourire. J'en tiendrai compte, dit-il enfin. Et il ressortit de la cuisine à pas pressés. Il revint peu après. La vieille accepte de vous prendre à l'essai. C'est son cheval et son chariot que vous allez conduire. Dehors, il faisait encore nuit. Des torches crachotaient dans le vent et la neige, et des silhouettes couraient çà et là, capuche relevée, manteau bien fermé. Il y avait 4 chariots attelés, dont l'un était occupé par une quinzaine de personnes serrées les unes contre les autres, des sacs sur les genoux, la tête rentrée dans les épaules pour se protéger du froid. Une femme me regarda, et je lus la peur sur son visage. Un enfant s'appuyait contre elle. Je me demandais d'où venaient ces gens. 2 hommes hissèrent un baril sur un des chariots, puis étendirent une bâche sur l'ensemble du chargement. Derrière le véhicule, plein de passagers, se trouvait une carriole à 2 roues. Une petite vieille vêtue de noir était assise, bien droite, sur le siège. Elle était emmitouflée dans un manteau à capuche, un châle autour de la tête et une couverture de voyage sur les genoux. Ses yeux noirs et vifs ne me quittèrent pas pendant que je faisais le tour de son attelage. L'animal était une jument tachetée. Elle n'aimait pas le temps qu'il faisait et son harnais la serrait. Je l'ajustais du mieux possible en la persuadant de me faire confiance. Quand j'eus terminé, je croisai le regard scrutateur de la vieille femme posée sur moi. Les mèches qui s'échappaient de sa capuche étaient d'un noir luisant, avec des striures blanches qui n'étaient pas dues qu'à la neige. Elle pinça les lèvres sans me quitter des yeux, mais elle garda le silence, même lorsque je fourrais mon paquetage sous le siège. Bonjour, lui dis-je, en grimpant à côté d'elle et en m'emparant des rênes. Je crois que c'est moi qui dois conduire votre voiture, ajoutai-je d'un ton enjoué. Croyez? Vous n'en êtes pas sûr? Elle m'adressa un coup d'œil acéré. Hank est malade et Nick m'a demandé de le remplacer. Je m'appelle Tom. Je n'aime pas les changements de dernière minute, fit-elle. Ça indique qu'on n'était pas prêt et qu'on l'est encore moins. Je commençais à comprendre pourquoi Hank s'était fait soudainement porter pâle. Je m'appelle Tom, répétai-je. Vous l'avez déjà dit, rétorqua-t-elle. Elle regarda les flocons qui tombaient. Ce voyage n'aurait pas dû avoir lieu, fit-elle sans s'adresser à moi. Et il n'en sortira rien de bon, je le sens déjà.
Elle croisa ses doigts gantés sur ses genoux. Satanée vieille carcasse, jeta-t-elle. Sans elle, je n'aurais besoin de personne. De personne! Je me creusai la cervelle pour trouver une réponse quand Astérie fit son apparition. Elle tira les rênes près de moi. Regardez un peu ce qu'on m'a donné, qu'on m'a donné à monter, me lança-t-elle. Sa monture secoua sa crinière noire et leva les yeux vers moi, de l'air de me demander de regarder ce qu'on lui avait donné à porter. C'est une belle bête, je trouve. Elle est de race montagnarde. Tous ses chevaux sont comme ça. Mais ils sont capables de marcher toute la journée sans s'arrêter, et ils ont le tempérament docile pour la plupart. Astérie se renfrogna. J'ai dit à Nick que, pour ce que nous payons, je pensais avoir droit à un cheval digne de ce nom. L'intéressé passa près de nous à cet instant, sur une monture qui n'était pas plus imposante que celle de la ménestrelle. Il regarda la jeune femme, puis détourna les yeux, comme s'il était là de l'entendre. Allons-y, dit-il d'une voix basse, mais qui portait. Mieux vaut garder le silence et ne pas se laisser distancer par le chariot qui précède. Il est plus facile qu'on ne croit de se perdre de vue dans cette tourmente. Il n'avait pas parlé fort, mais ses instructions furent aussitôt suivies d'effet. Personne ne lança d'ordre, ni d'adieu, et les chariots devant nous s'ébranlèrent sans bruit. D'un coup de rêne et d'un claquement de langue, je fis avancer notre cheval. La jument émit un reniflement désapprobateur, mais se mit au pas de la colonne, et nous nous déplaçâmes dans un silence presque complet au travers d'un rideau infini de flocons. Le poney d'Astérie tira nerveusement sur son mors jusqu'à ce que la ménestrelle lui lâchât la bride. Alors, la bête prit le trot pour rejoindre les autres chevaux en tête du groupe, et je restai seul aux côtés de la vieille femme taciturne. Je m'aperçus bientôt que l'avertissement de Nick était pertinent. Le soleil se leva, mais la neige continuait de tomber, si drue que la lumière du jour était laiteuse. Les flocons tourbillonnants avaient un aspect nacré qui éblouissait l'œil et l'épuisait tout à la fois, et on avait l'impression d'avancer dans un interminable tunnel de blancheur, avec pour seul point de repère l'arrière du chariot que l'on suivait. Nick ne nous fit pas prendre la route, et nous emmena par les champs glacés dont la croûte de neige craquait sous nos roues. La neige comblait rapidement les ornières que nous laissions, et toute trace de notre passage était rapidement effacée. Nous voyageâmes ainsi à travers la campagne jusqu'à l'après-midi. Les cavaliers mettaient pied à terre pour ouvrir les barrières et les refermer derrière nous. À un moment, je distinguai une ferme dans la tourmente, mais ses fenêtres étaient obscures. Peu après-midi, une dernière barrière fut ouverte devant nous, et, avec force, grincement et chaos, nous débouchâmes sur une ancienne route qui n'était désormais guère plus qu'une piste. Les seules traces qui la marquaient étaient les nôtres, que la neige faisait bientôt disparaître. Et durant tout ce temps, ma compagne de voyage n'avait rien dit, froide et silencieuse comme la neige elle-même. De temps en temps, je lui lançais un coup d'œil en coin. Elle regardait droit devant elle, oscillant au gré des mouvements du chariot, et ne cessait de croiser et de décroiser les doigts sur ses genoux comme si ses mains lui faisaient mal. Je m'amusais à l'observer. Elle était d'origine servienne, manifestement. Elle avait encore l'accent de serre, bien que des années de séjour en d'autres lieux l'eussent atténué. Son châle était l'œuvre de tisserand Chalcède, mais le style des broderies noir sur noir qui couraient le long de l'ourlet de son manteau m'était complètement inconnu. Vous êtes bien loin de serre, jeune homme, remarqua-t-elle soudain, le regard toujours fixé devant elle. Le ton qu'elle avait pris me fit redresser le dos. Tout comme vous, vieille femme, répliquai-je. Elle se tourna vers moi. Était-ce de l'humour ou de l'agacement qui brillait dans ses yeux de corbeau? En effet, par la distance comme par les années. Elle se tut, puis sans prévenir. Qu'allez-vous faire dans les montagnes? J'ai envie de voir un de mes oncles, répondis-je, ce qui était tout à fait exact. Elle eut un grognement dédaigneux. Un jeune servien qui a un oncle dans les montagnes? Et vous êtes prêt à risquer votre tête pour le voir? Je lui jetai un bref regard. C'est mon oncle préféré. Vous, si j'ai bien compris, vous vous rendez au sanctuaire d'Eda. Les autres, oui, corrigea-t-elle. Je suis trop âgé pour implorer de retrouver ma fertilité. Non, je cherche un prophète.
Et elle ajouta, avant que je puisse placer un mot, c'est mon prophète préféré. Je crus voir une ombre de sourire flotter sur ses lèvres. Pourquoi ne voyagez-vous pas avec les autres dans le chariot? Elle m'adressa un regard glacial. Il pose trop de questions, répondit-elle. Ah! J'acceptai la rebuffade avec un sourire. Au bout de quelque temps, elle reprit. Je vis seule depuis longtemps, Tom. J'aime aller mon chemin sans personne, ne me fier qu'à moi-même et décider à part moi ce que je mangerai au dîner. Ces gens-là sont bien gentils, mais ils grattent et picorent comme une bande de poules. Laissé à lui-même, pas un d'entre eux ne se serait lancé dans ce périple. Chacun avait besoin d'entendre les autres lui dire oui, oui, c'est ce qu'il faut faire, le risque en vaut la peine. Et maintenant qu'ils ont pris la décision les dépasse. Pas un seul n'oserait faire demi-tour de son propre chef. Elle secoua la tête, et j'acquiesçai pensif. Elle ne dit plus rien pendant un long moment. Notre piste avait désormais rejoint la rivière que nous suivions vers l'amont, parmi des buissons et des baliveaux clairsemés. Je distinguais à peine l'eau à travers le rideau de neige, mais je sentais son odeur et j'entendais le bruit de son flot impétueux. Je me demandais quelle distance nous allions parcourir avant de tenter de la franchir, puis je souris soudain. Astérie connaîtrait certainement la réponse quand je lui poserai la question ce soir. Nick appréciait-il sa compagnie? À quoi rime ce petit sourire? Fit brusquement la vieille femme. Je pensais à mon amie, Astérie, la ménestrelle. Et c'est elle qui vous fait sourire comme ça? Parfois, oui. Elle est ménestrelle, dites-vous, et vous? Vous êtes ménestrel aussi? Non, simple berger la plupart du temps. Je vois. Notre échange s'arrêta là, puis comme le soir tombait, elle déclara. Vous pouvez m'appeler Caudron. Moi, cet homme, répondis-je. Et c'est la troisième fois que vous me le dites. Je pensais que nous camperions à la tombée de la nuit, mais Nick nous fit avancer encore. Nous ne fîmes qu'une brève halte, le temps qu'il allume deux lanternes et les accroche à deux des chariots. Suivez la lumière, fit-il, laconique en passant près de nous. Notre jument se conforma à l'ordre. L'obscurité s'était installée et le froid croissait quand le chariot devant nous quitta la route et s'enfonça par une ouverture dans les arbres qui bordaient la rivière. Je fis prendre le même chemin à la jument et nous sortîmes de la piste avec un violent chaos qui fit jurer Caudron. Je souris. Peu de gardes de Castelcer auraient fait mieux qu'elle. Nous nous arrêtâmes peu après. Je restais sur mon siège indécis, car je n'y voyais goutte. La rivière était une masse obscure en mouvement quelque part sur notre gauche, et le vent qui en venait ajoutait de l'humidité au froid de l'air. Les pèlerins du chariot devant nous s'agitaient en échangeant des propos murmurés. J'entendis la voix de Nick, puis j'aperçus un homme qui passait près de nous, un cheval à la bride, occupé à ôter les lanternes de l'arrière des chariots. J'engageai la carriole à sa suite. Un instant plus tard, l'homme et le cheval pénétrèrent dans un long bâtiment bas, jusque-là invisible dans le noir. Entrez, c'est là qu'on passe la nuit, annonça Nick en nous croisant. Je mis pied à terre, puis m'apprêtai à aider Caudron à descendre. Comme je lui offrais ma main, elle eut l'air presque surprise. Je vous remercie, gentil sire, me dit-elle à mi-voix. Un plaisir, madame, répondis-je. Elle prit mon bras et je la guidai vers la maison. Vous avez de sacrément bonnes manières pour un berger, Tom, fit-elle sur un ton tout à fait différent. Elle éclata d'un rire sec comme un aboiement, puis entra en me laissant retourner dételer la jument. Je secouai la tête sans pouvoir m'empêcher de sourire. Cette vieille femme me plaisait. Je jetai mon pactage sur mon épaule et, à l'imitation des autres, menai l'animal dans le bâtiment. Tout en lui ôtant son harnais, je promenais mon regard autour de moi. Je me trouvais dans une pièce basse de plafond et tout en longueur, qui couvrait l'entière surface de l'édifice. Un feu avait été allumé dans une cheminée à une extrémité de la salle. Les murs étaient en pierre et anglaise, le sol en terre. Les chevaux étaient groupés près du fond autour d'une mangeoire pleine de foin. Comme j'y conduisais notre jument, un des hommes de Nick entra avec des seaux d'eau pour remplir un abreuvoir.
L'épaisseur de fumier à cette extrémité de la salle indiquait que cette bâtisse était souvent utilisée par les contrebandiers. À quoi servait ce campement à l'origine demandai-je à Nick en me joignant au groupe qui se tenait près du feu. Aux brebis, répondit-il. L'abri, c'était pour les agneaux précoces, et plus tard pour la tonte, après avoir lavé les brebis dans la rivière. Son regard bleu se fit lointain. Puis il éclata d'un rire grinçant. Mais c'était il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de quoi nourrir une chèvre. Alors des brebis comme celles que nous avions. Il fit un geste vers l'âtre. Mangez et dormez tant que vous en avez le temps, Tom. Le matin sera vite là. Et ses yeux parurent s'attarder sur ma boucle d'oreille avant qu'il s'éloigne. La chair était simple. Pain, poisson fumé, gruau, tisane brûlante. La plupart des vivres venaient des provisions des pèlerins. Mais Nick apportait une quote-part suffisante pour qu'ils acceptent sans rechigner de nourrir ces hommes, Astérie et moi-même. Caudron mangea seul, en se servant de ses propres vivres, et prépara sa tisane à part. Les pèlerins se montraient polis avec elle, et elle leur rendait la courtoisie, mais manifestement, aucun lien ne les unissait à part une destination commune. Seuls les 3 enfants de la compagnie paraissaient ne pas avoir peur d'elle, et ils lui demandèrent des pommes sèches et des histoires jusqu'au moment où elle les prévint qu'ils allaient se rendre malades. L'abri se réchauffa bientôt, grâce à la chaleur des chevaux et des hommes, autant qu'à celle de l'âtre. La porte et les volets avaient été soigneusement fermés pour empêcher non seulement le froid d'entrer, mais aussi les sons et la lumière de s'échapper. Malgré la tourmente et l'absence d'autres voyageurs sur notre route, Nick tenait visiblement à ne prendre aucun risque, attitude que j'approuvais chez un contrebandier. Le repas m'avait fourni l'occasion d'observer de près nos compagnons. 15 pèlerins des 2 sexes et d'âges variés, sans compter Caudron, et une dizaine de contrebandiers dont 6 ressemblaient assez à Nick et Pelf, pour être au moins cousins avec eux. Les autres formaient un groupe mêlé d'hommes rudes et vigilants qui connaissaient apparemment leur travail. À tout moment, la garde était assurée par 3 personnes au minimum. Ils parlaient peu et savaient ce qu'ils avaient à faire, si bien que Nick n'avait guère d'instructions à leur donner. Je commençais à croire que je verrais l'autre berge de la rivière et sans doute la frontière des montagnes. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas été pris d'un tel optimisme. En telle compagnie, Astérie était à son avantage. Dès le repas achevé, elle saisit sa harpe et, bien que Nick nous eût répété de parler à voix basse, il n'interdit pas la musique et les chansons douces dont elle nous régala. Pour les contrebandiers, elle chanta une vieille ballade sur Eft le voleur de grand chemin, sans doute de tous les brigands de serre, celui qui avait eu le plus de panache. Même Nick sourit pendant la chanson, tandis qu'Astérie ne cessait de lui lancer de petites œillades. À l'intention des pèlerins, elle chanta un poème qui parlait d'une route qui ramenait les gens chez eux en suivant les méandres d'un fleuve. Et elle termina par une berceuse pour les 3 enfants du voyage. Mais déjà, bon nombre de spectateurs s'étaient allongés sur leur couverture. Caudron m'avait d'ailleurs envoyé d'autorité chercher les siennes dans sa carriole. Et j'avais obtempéré en me demandant depuis quand j'avais été promu du rôle de conducteur à celui de serviteur. Quelque chose chez moi, sans doute, donnait l'impression aux vieilles gens que mon temps était à leur disposition. Je déroulais ma literie à côté de celle de Caudron, puis m'allongeais pour chercher le sommeil. Autour de moi, la plupart de mes compagnons ronflaient déjà, et Caudron était recroquevillé sous ses couvertures comme un écureuil dans son nid. J'imaginais combien ses articulations devaient la faire souffrir par ce froid, mais je n'y pouvais guère. Plus loin, assise près du feu, Astérie bavardait avec Nick. De temps en temps, ses doigts effleuraient les cordes de sa harpe et les notes argentines montaient en contrepoint de ses murmures. À plusieurs reprises, elle fit rire Nick. Je commençai à m'assoupir. Mon frère? Mon corps tout entier tressaillit convulsivement. Il était tout près. Œil de nuit? Évidemment! Amusement. À moins que tu n'aies un autre frère maintenant. Jamais rien que toi, mon ami! Où es-tu? Dehors. Rejoins-moi. Je me levai rapidement et renfilai mon manteau. L'homme de garde à la porte fronça les sourcils en me voyant prêt à sortir, mais il ne posa pas de questions. Je m'enfonçai dans l'obscurité par-delà les chariots assemblés.
Les flocons avaient cessé de tomber et le vent avait dégagé une trouée constellée dans le ciel. La neige argentait les branches des buissons et des arbres. Je regardais de droite et de gauche quand un choc dans le dos me jeta à plat ventre. J'aurais crié de surprise si je n'avais eu la bouche pleine de neige. Je me retournai sur le dos et un loup tout joyeux se mit à me piétiner avec entrain. Comment as-tu su me trouver? Comment sais-tu où te gratter quand ça te démange? Je compris aussitôt ce qu'il voulait dire. Je n'étais pas toujours conscient de notre lien, mais penser à lui et découvrir où il était n'était pas plus difficile que joindre mes mains dans le noir. Bien sûr que je savais où il était. Il faisait partie de moi. Tu sens la femelle. Tu as pris une nouvelle compagne? Non, naturellement. Mais tu partages une tanière avec elle. Nous voyageons ensemble, en meute, c'est plus sûr. Je sais. Nous restâmes quelque temps immobiles de corps et d'esprit, simplement occupés à nous réhabituer à notre présence physique mutuelle. Je me sentais à nouveau entier, en paix. J'ignorais que je m'inquiétais tant pour lui avant que sa vue n'apaise ma conscience. Il partageait ce sentiment, quoiqu'à contre-cœur. Il savait que j'avais fait face seul à certaines épreuves et à certains dangers, et il ne m'avait pas cru capable de les surmonter. Mais je lui avais manqué aussi. Il avait la nostalgie de ma façon de penser, des idées et des arguments que les loups n'échangent jamais entre eux. C'est pour ça que tu es revenu? Demandai-je. Il se dressa brusquement et s'ébroua du museau à la queue. Il était temps de revenir, répondit-il, évasif. Puis il ajouta. J'ai couru avec eux. Ils ont fini par me laisser une place dans leur meute. Nous avons chassé ensemble, tué ensemble, partagé la viande. C'était très bon. Mais j'ai voulu devenir chef. Il me tourna le dos et me lança un coup d'œil par-dessus son épaule, la langue pendante. J'ai l'habitude d'être le chef, tu sais. Ah? Et ils t'ont rejeté? Le noir est très grand et rapide. Je suis plus fort que lui, je pense, mais il connaît plus de ruses que moi. C'est comme quand tu te battais contre Cœur de la Meute. J'éclatai d'un rire silencieux et il me fit brusquement face, les babines retroussées, en une feinte menace. Du calme, dis-je les mains tendues pour le retenir. Alors, que s'est-il passé? Il se coucha près de moi. Il est resté le chef. Il a toujours la femelle et la tanière. Il se tut et je sentis qu'il s'efforçait d'utiliser le concept d'avenir. Ça pourrait être différent une autre fois. Possible, dis-je. Je le grattai délicatement derrière l'oreille, et c'est tout juste s'il ne se roula pas sur le dos dans la neige. Tu retourneras auprès d'eux un jour? Il avait du mal à se concentrer sur mes propos pendant que je le grattais. J'interrompis mon geste et lui reposai la question. Il pencha la tête de côté pour me regarder d'un air amusé. Demande-moi ce jour-là, et je pourrai te répondre. Un jour à la fois, acquiesçai-je. Je suis heureux que tu sois ici, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu es revenu. Tu aurais pu rester avec la meute. Ses yeux croisèrent les miens et ne me lâchèrent plus malgré l'obscurité. T'as appelé, non? Ton roi ne t'a-t-il pas hurlé Rejoins-moi? Je hochai la tête à contre-cœur. Il m'a appelé, oui. Il se releva soudain et s'ébroua, puis son regard se perdit dans la nuit. Si on t'appelle, on m'appelle aussi. Il avait parlé sans plaisir. Rien ne t'oblige à m'accompagner, c'est moi qui suis lié par cet appel, pas toi. Tu te trompes. Ce qui te lie me lie aussi. Je ne vois pas comment ce serait possible, dis-je d'un ton circonspect. Moi non plus, mais c'est comme ça. Rejoins-moi, nous a-t-il ordonné. J'ai réussi à ne pas y prêter attention un moment, mais je n'y arrive plus. Je regrette. Je cherchais une façon claire de m'exprimer. Il n'a aucun droit sur toi, je le sais. Je ne pense pas qu'il avait l'intention de t'appeler, ni de me contraindre à lui obéir. Mais c'est ce qui s'est passé, et je dois le rejoindre. Je me mis debout et me débarrassai de la neige qui commençait à fondre sur mes vêtements. J'avais honte. Non seulement j'étais la victime de vérité en qui j'avais toute confiance,
ce qui était déjà grave en soi, mais par mon biais, le loup se retrouvait lui aussi victime. Vérité n'avait aucun titre à exiger quoi que ce fût d'œil de nuit, et moi non plus d'ailleurs. Ce que nous vivions ensemble avait été librement accepté par chacun. Nous nous donnions l'un à l'autre sans que la moindre obligation mutuelle n'intervînt. Or, voici que le loup, par moi, était pris au piège, aussi sûrement que si je l'avais mis en cage. Partageons la même cage alors. J'aimerais qu'il en soit autrement. Je voudrais qu'il existe un moyen de te libérer. Mais moi-même, je ne sais pas comment me libérer. Si j'ignore ce qui t'attache, je ne sais pas comment te détacher. Toi et moi partageons le vif. Vérité et moi partageons l'art. Comment son ordre a-t-il pu te saisir à travers moi? Tu n'étais même pas avec moi quand il m'a appelé. Œil de nuit était assis dans la neige, immobile. Le vent s'était levé et, à la faible clarté des étoiles, je le voyais soulever ses poils. Je suis toujours avec toi, frère. Tu ne t'en rends peut-être pas toujours compte, mais je suis avec toi. Nous ne sommes qu'un. Nous partageons beaucoup de choses. Je me sentais mal à l'aise. Non. Il se tourna et me regarda droit dans les yeux, comme ne pouvait le faire aucun loup sauvage. Nous ne partageons pas. Nous sommes un. Je ne suis plus un loup, tu n'es plus un homme. Ce que nous sommes ensemble, je ne sais pas le nommer. Peut-être que celui qui nous a parlé du lignage aurait un mot pour l'expliquer. Il se tut un instant. Tu vois comme je suis devenu homme pour parler d'avoir un mot qui explique une idée. Il n'y a pas besoin d'un mot. Nous existons, et nous sommes ce que nous sommes. Si je pouvais, je te rendrais ta liberté. C'est ce que tu veux? Moi, je ne veux pas me séparer de toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voudrais que tu aies une existence à toi. Il bâilla, puis s'étira. Je veux que nous ayons une existence à nous. Nous la gagnerons ensemble. Alors, nous voyageons de nuit ou de jour. De jour. Il sentit ce qui se cachait derrière ma réponse. Tu comptes rester avec cette énorme meute pour voyager? Quoi ne pas la laisser tomber pour courir avec moi? Nous irons plus vite. Je secouai la tête. C'est plus compliqué que ça. Pour me rendre où je dois aller, je vais avoir besoin de protection. Et seul, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de l'aide de cette meute pour survivre à ce temps. Suivit une demi-heure d'explications laborieuses destinées à lui faire comprendre que j'aurais besoin du soutien des membres de la caravane pour parvenir aux montagnes. Si j'avais disposé d'une monture et de vivres, je n'aurais pas hésité à m'en remettre à la chance et à prendre la route avec le loup. Mais à pied, sans pouvoir emporter plus de provisions que ce qu'il m'était possible de transporter moi-même, avec les neiges épaisses et les froids noirs des montagnes qui m'attendaient, sans parler d'une rivière à franchir, je n'étais pas fou à ce point. Nous pouvions chasser, soutenait Œil de Nuit, nous rouler en boule dans la neige pendant la nuit, et il pouvait me protéger comme il l'avait toujours fait. À force de persévérance, je réussis à le convaincre que je devrais continuer le voyage comme je l'avais commencé. Alors, je vais devoir suivre tous ces gens de loin sans me faire remarquer, comme un chien perdu? Tom! Tom, vous êtes là? Il y avait à la fois de l'énervement et de l'inquiétude dans la voix de Nick. Oui, ici! Je sortis des taillis. Qu'est-ce que vous faisiez? Demanda-t-il d'un ton soupçonneux. Je me soulageais. Je pris soudain une décision. Et mon chien m'a suivi depuis la ville, et il nous a rattrapés. Je l'avais laissé à des amis, mais il a dû ronger sa corde. Ici, mon chien, aux pieds! Tes pieds, je vais te les ronger, tu vas voir! Me lança Œil de Nuit. Mais il obéit et pénétra en même temps que moi dans la cour dégagée. Rudement grand, votre chien, observa Nick. Il se pencha en avant. On dirait qu'il est plus qu'à moitié loup. Oui, on m'en a fait la remarque en Bauge. C'est une race de cerf. On s'en sert pour garder les moutons. Ça, tu me le payeras, je te le promets. En guise de réponse, je lui tapotai le garrot, puis lui grattai les oreilles. Remue la queue, Œil de Nuit. C'est une vieille bête fidèle. J'aurais dû me douter qu'elle refuserait que je la quitte. Ce que je dois supporter pour toi. Il remua la queue. Une seule fois. Je vois. Bon. Eh bien, vous devriez rentrer dormir un peu.
Et la prochaine fois, ne vous n'allez pas tout seul, sous aucun prétexte. En tout cas, pas sans me prévenir. Quand mes hommes montent la garde, ils sont nerveux. Ils pourraient bien vous trancher la gorge avant d'avoir eu le temps de vous reconnaître. Je comprends. Je suis passé sous le nez de 2 d'entre eux. Nick, il ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Le chien, je veux dire. J'ai essayé de prendre l'air penaud. Il peut rester dehors, hein. C'est un très bon chien de garde. Du moment que vous ne comptez pas sur moi pour le nourrir, grogna Nick, et débrouillez-vous pour qu'il ne nous attire pas d'ennui. Oh, il ne fera rien, j'en suis sûr. C'est pas mon chien. À cet instant, Astérie apparut à la porte. Nick, Tom, on est là, vous aviez raison. Il était allé lansquiner, répondit Nick à mi-voix. Il lui prit le bras et voulut la ramener dans la bâtisse. Qu'est-ce que cette bête? Fit-elle soudain d'un ton presque effrayé. Je n'avais pas le choix. Je devais tout parier sur sa vivacité d'esprit et notre amitié. Mon chien, œil de nuit, c'est tout, répondis-je en hâte. Il a dû ronger sa corde. J'avais pourtant averti Chris de le surveiller quand je lui ai laissé, parce qu'il essayerait sûrement de me suivre. Mais Chris ne m'a pas écouté. Et voilà le résultat. J'ai l'impression qu'il ne me reste plus qu'à l'emmener dans les montagnes. Astérie regardait fixement le loup, avec des yeux immenses et noirs comme le ciel nocturne. Nick la tira par le bras, et elle finit par se retourner vers la porte. Oui, j'imagine, fit-elle d'une voix faible. Dans mon fort intérieur, je remerciai Eda et tous les autres dieux qui pouvaient me prêter l'oreille, puis m'adressant à Œil de Nuit, ne bouge pas d'ici et monte bien la garde, mon bon chien. Profites-en tant que ça dure, petit frère. Et il se coucha sur le ventre près de la carriole. Si je le connaissais bien, il aurait disparu d'ici quelques battements de cœur. J'entrai dans le bâtiment à la suite d'Astérie et de Nick, qui referma soigneusement la porte derrière nous et la barra. Puis j'ôtai mes bottes et secouai mon manteau couvert de neige avant de m'enrouler dans les couvertures. Près de m'endormir, je pris conscience de la profondeur de mon soulagement. Œil de Nuit était revenu. Je me sentais tout entier et en sécurité avec le loup à la porte. Je suis heureux que tu sois près de moi, Œil de Nuit. Tu as une drôle façon de le montrer, répliqua-t-il. Mais je perçus davantage d'amusement que d'agacement dans sa réponse. Rolf le Noir m'a fait parvenir un message. Royal cherche à retourner les membres du lignage contre nous. Il leur offre de l'or pour nous traquer. Nous devons éviter de trop parler. De l'or? Qu'est-ce que l'or pour nous, pour ceux qui nous ressemblent? Ne crains rien, petit frère. Je suis revenu et je te protège. Je fermai les yeux et sombrai dans le sommeil en souhaitant qu'il eût raison. Alors que je vacillais au bord du sommeil, je remarquai qu'Astérie n'avait pas étendu ses couvertures près des miennes. Elle était assise dessus de l'autre côté de la salle, auprès de Nick. Penchés l'un vers l'autre, ils se parlaient à voix basse. À un certain moment, la ménestrelle éclata d'un rire étouffé. Je n'entendis pas les propos qu'elle tint ensuite, mais le ton était celui d'un défi à guicheur. J'en ressentis presque de la jalousie, et je m'en fis le reproche. C'était une compagne de voyage et rien de plus. Ce qu'elle faisait de ces nuits ne me regardait pas. Elle avait passé la précédente collée contre moi. Ce ne serait pas le cas ce soir. Ce devait être une réaction à la présence du loup. Elle n'arrivait pas à l'accepter. Elle n'était pas la première. Savoir que j'avais le vif n'était pas la même chose que rencontrer mon compagnon de lien en chair et en os. Bah, c'était comme ça. Je m'endormis. Durant la nuit, je sentis un vague tâtonnement, un infime effleurement d'arde sur mes sens. Je me réveillai, mais demeurai sans bouger en attente. Rien. Avais-je imaginé, rêvé ce contact? Une pensée plus inquiétante me traversa l'esprit. Peut-être était-ce vérité, trop affaiblie pour faire mieux que me frôler. Mais peut-être était-ce aussi Guillot. Je demeurai immobile, écartelé entre le désir et la crainte d'artiser. Je mourais d'envie de savoir si vérité se portait bien. Depuis qu'il avait soufflé le clan de Royal, je n'avais plus rien perçu de lui. Rejoins-moi, avait-il dit. Et si ça avait été son dernier souhait avant de mourir? Et si, au bout de ma quête, je ne devais trouver que des ossements? Je repoussai mes angoisses et m'efforçai de m'ouvrir.
L'esprit que je sentis effleurer le mien était celui de Royal. Je n'avais jamais artisé Royal, et je soupçonnais seulement qu'il était capable d'employer l'art. En cet instant, je doutais encore de mes perceptions. L'énergie ressemblait à celle de Guillot, mais la forme des pensées était celle de Royal. Vous n'avez pas trouvé la femme non plus? Le contact ne m'était pas adressé. M'enhardissant, je m'approchais en essayant de m'ouvrir à ses pensées, sans m'y immiscer. Pas encore, mon roi. Ronce, qui dissimulait son inquiétude derrière un ton déférent et formaliste. Je savais que Royal n'était pas plus dupe que moi. Je sentais aussi qu'il en jouissait. Il n'avait jamais réussi à faire la différence entre la crainte et le respect, et il ne croyait pas aux marques de révérence à son égard s'il ne simulait pas de la peur. Pourtant, je ne pensais pas qu'il étendrait cette attitude à son propre clan. Par quelle menace s'imaginait-il le tenir? Et rien sur le bâtard? Demanda sèchement Royal. Oui, c'était indiscutable. Il artisait en se servant de l'énergie de Guillot. Cela signifiait-il qu'il était capable d'artiser par ses propres moyens? Ronce rassembla son courage. Mon roi, je n'ai trouvé aucun signe de lui. Je pense qu'il est mort, et bien mort cette fois. Il s'est entaillé le bras avec un poignard empoisonné, et le désespoir qu'il a ressenti alors était absolu. Personne n'aurait pu aussi bien jouer la comédie. Il devrait bien avoir un cadavre dans ce cas, non? Il y en a un quelque part, mon roi, j'en suis certain. Vos gardes ne l'ont pas encore découvert, c'est tout. C'était Carode qui s'était exprimé. Lui ne tremblait pas. Il dissimulait sa peur même à ses propres yeux, en lui donnant le nom de colère. Je comprenais le but de ce subterfuge, mais je doutais qu'il fût avisé car il forçait Carode à tenir tête à Royal, lequel n'aimait pas qu'on parlât franchement. Je devrais peut-être vous confier de sillonner le pays à sa recherche, fit-il d'un ton plaisant. Par la même occasion, vous pourriez retrouver l'homme qui a tué Penn et sa patrouille. Monseigneur, dit Carode, mais Royal l'interrompit en puisant copieusement dans l'énergie de Guillot. L'effort ne lui coûtait rien. Silence! Je l'ai déjà cru mort et ma confiance dans la parole d'autrui a failli me coûter la vie. Cette fois, je n'aurai de repos que je ne l'ai vu moi-même découpé en morceaux. La tentative lamentable de Guillot pour amener le bâtard à se trahir a échoué pitoyablement. Peut-être parce qu'il est déjà mort, fit Carode, inconsidérément. J'aurais préféré ne pas être témoin de ce à quoi j'assistais alors. Royal, par l'art de Guillot, transperça Carode d'une aiguille de souffrance aiguë et brûlante. À cet instant, j'eus un aperçu de ce qu'ils étaient tous devenus. Royal était accroché sur Guillot, non comme un homme monte sur un cheval qui peut le jeter à bas sur un coup de colère, mais comme une tique, où une sangsue se fixe sur une victime et suce sa vie. Éveillé ou endormi, Royal était toujours avec lui, avait toujours accès à son énergie, et il s'en servait en ce moment avec cruauté, sans se préoccuper du prix à payer pour Guillot. J'ignorais que l'art seul pouvait servir à infliger de la douleur. Je connaissais l'effet d'une tempête d'énergie comme celle que Vérité avait lancée sur eux, et qui les avait laissés à demi assommés. Mais ceci n'avait rien à voir. Ce n'était pas une manifestation de force, ni de colère, mais de pure méchanceté. Quelque part, je le savais, Carode s'écroula en proie aux convulsions d'une souffrance muette. Liés comme il l'était, Ronce et Guillot durent ressentir l'écho de ces affres, et je m'étonnais que le membre d'un clan pût infliger un tel supplice à un de ses camarades. Mais après tout, ce n'était pas Guillot qui avait agi, c'était Royal. L'horreur finit par passer. Peut-être n'avait-elle duré qu'un instant, en réalité, mais pour Carode, c'était bien assez. Je ne perçus de lui qu'une faible plainte mentale. Il n'était pas capable d'en émettre davantage. Je ne crois pas que le bâtard soit mort. Je n'oserais y croire que le jour où j'aurai vu son cadavre. Quelqu'un a tué Penn et ses hommes. Ramenez-moi l'auteur mort ou vif. Ronce, reste où tu es et redouble d'efforts. Je suis certain qu'il va vers toi. Ne laisse passer aucun voyageur sans t'assurer de son identité. Carode, tu devrais peut-être rejoindre Ronce. Ton tempérament me paraît souffrir de l'existence indolente que tu mènes. Mets-toi en route dès demain et n'en profite pas pour rester les bras croisés.
Gardez l'esprit sur votre tâche, tous les deux. Nous savons que Vérité est vivant. Il vous l'a prouvé à tous d'une façon indubitable. Le bâtard va essayer de le rejoindre. Il faut l'en empêcher, puis éliminer la menace que représente mon frère. Ce sont les seules missions que je vous ai confiées. Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à les mener à bien? N'avez-vous pas songé à ce qu'il adviendrait de nous si la quête de vérité aboutissait? Cherchez-le au moyen de l'art et d'hommes. Ne laissez pas le peuple oublier la récompense que j'ai offerte pour sa capture, ni la sanction que j'ai promise pour ceux qui l'aideront. Est-ce clair? Naturellement, monseigneur. Je n'épargnerai aucun effort. Ronce avait répondu promptement. Carode? Je n'entends rien de ta part, Carode. La menace de la punition planait sur les trois hommes. Par pitié, monseigneur, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez, je vous le jure. Mort ou vif, je le trouverai, je le jure. Sans donner le moindre signe d'avoir entendu sa réponse, la présence de Royal disparut, en même temps que celle de Guillot. Je sentis Carode s'effondrer. Ronce s'attardait un moment. Tendait-il l'oreille, essayait-il de me trouver? Je laissais mes pensées flotter librement, ma concentration se dissiper. Puis j'ouvris les yeux et réfléchis en regardant le plafond. L'échange d'armes m'avait laissé tremblant au bord de la nausée. Je suis avec toi, mon frère, me dit Œil de Nuit. Et j'en suis heureux. Je roulais sur le flanc et m'efforçais de trouver le sommeil.